Alors, la littérature de voyage, on a tous une petite idée de ce que c'est. Mais qu'est-ce que ça recouvre au juste? C'est la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Est-ce que c'est juste, disons, un carnet de route? Le simple fait de noter où on est allé, ce qu'on a vu? C'est vrai que c'est souvent la première image qui nous vient en tête. Ou alors, peut-être un guide pratique. Vous savez, un livre rempli de bons plans pour ceux qui suivraient nos pas. Bon, ça s'en approche, mais c'est encore un peu court. Non, en réalité, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est ce qu'on appelle un genre hybride. Imaginez un mélange. Un peu de géographie, bien sûr, une bonne dose d'autobiographie et même, parfois, une pincée de fiction. Mais le cœur du sujet, le point vraiment essentiel, c'est que voyager, ce n'est pas juste se déplacer. C'est une confrontation avec l'autre, avec ce qui est différent de nous. C'est une façon, en fait, de forger son propre regard sur le monde. Et ça, Nicolas Bouvier l'a résumé de façon magistrale. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Tout est dit, le voyage nous transforme. On ne fait pas que voir le monde, on est littéralement façonné par lui. C'est cette idée-là qui va nous guider. Alors, voilà notre itinéraire pour aujourd'hui. On va commencer avec le regard fondateur, puis on verra la découverte de l'autre, le double regard, le regard fracturé, pour finir sur le regard contemporain. C'est parti, on remonte aux origines. Dans l'Antiquité, tout commence avec une sorte de face-à-face, une tension entre le mythe d'un côté et une curiosité toute nouvelle de l'autre. Et pour voir ça, rien de mieux que de comparer deux figures majeures. D'abord, Ulysse. Pour lui, le voyage, c'est une galère, une punition. Le seul but, c'est de rentrer chez lui. L'ailleurs, c'est un endroit terrifiant, rempli de monstres. Et puis de l'autre côté, on a Hérodote. Et là, c'est une révolution. Lui, il voyage par pure curiosité. Il veut comprendre comment vivent les autres, les Perses, les Égyptiens. L'ailleurs n'est plus une menace, c'est un sujet d'étude. C'est vraiment la naissance du regard de l'ethnographe. Allez, on fait un bond en avant, direction la Renaissance. Et là, c'est un véritable séisme, notamment avec la découverte de l'Amérique qui va tout changer dans la manière de voir et de raconter le voyage. Regardez un peu l'évolution des motivations, c'est passionnant. Au départ, on voyage beaucoup pour des raisons spirituelles, comme les pèlerinages, ou alors pour le business, comme Marco Polo, qui décrit l'Orient avec un œil de marchand. Mais ensuite, ça devient plus complexe. Jean Deléry, au Brésil, commence à se dire « Tiens, ils ne font pas comme nous », il compare. Et le coup de génie, il vient de Montaigne. Lui, il prend ses récits et il retourne le miroir vers l'Europe en disant « Finalement, les barbares, c'est peut-être nous ». Et voilà, on y est. C'est ça, le tournant majeur de l'époque. Le voyage, ce n'est plus juste pour découvrir des terres. Ça devient un outil pour explorer des idées, pour pratiquer ce qu'on appelle le relativisme culturel. C'est une arme intellectuelle, en fait, pour tout remettre en question. On arrive maintenant au XVIIIe et XIXe siècle. Et là, le regard du voyageur, il se dédouble. C'est un peu comme s'il avait un objectif grand angle pour observer le monde scientifiquement et en même temps un zoom tourné vers l'intérieur pour s'explorer lui-même. Et cette période, elle est incroyablement riche. D'un côté, on a le regard scientifique, avec les grandes expéditions de Cook ou Bougainville qui veulent cartographier le monde. En parallèle, il y a le grand tour, le voyage éducatif obligé pour tout jeune aristocrate qui se respecte. Et puis, avec les romantiques comme Chateaubriand, le paysage devient carrément un miroir de l'âme. Et pour finir, on a des gens comme Flaubert qui partent juste pour une chose, chercher des sensations fortes, fuir l'ennui bourgeois. Et on arrive au XXe siècle. Et là, c'est le choc, les guerres, les crises, tout ça va venir briser, fracturer le regard du voyageur. Le récit ne pourra plus jamais être le même. Et pour illustrer ça, on a deux visions qui sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, Nicolas Bouvier. Pour lui, le voyage, c'est une leçon d'humilité. Il faut s'effacer, se vider pour que le monde puisse entrer en nous. C'est une métamorphose. Et de l'autre, on a Céline. Là, c'est l'exact opposé. Voyager, ça ne sert à rien, ça ne guérit rien, ça ne fait que confirmer que l'horreur et l'absurdité humaine sont partout les mêmes. Et tout ça, ça nous amène à notre époque. Et la question se pose, aujourd'hui, dans un monde où tout semble avoir été vu, photographié, posté, que reste-t-il à explorer ? Oui, c'est la grande question. À l'heure du tourisme de masse, d'Instagram, où tout est image, quel peut bien être le sens de la littérature de voyage ? Est-ce que c'est fini ? Eh bien non. Mais le regard a dû changer de cible. Les nouvelles frontières, en fait, elles ne sont plus sur les cartes. La première, c'est d'explorer les marges, les zones délaissées, les communautés invisibles. La deuxième, c'est de redécouvrir la lenteur, marcher, ou même, comme Sylvain Tesson, s'isoler dans une cabane sans bouger. Et enfin, le voyage peut devenir une forme de résistance, un acte politique, pour défier les frontières, pour témoigner de l'injustice.
Au final, si on y réfléchit bien, la conclusion est assez simple et puissante. Étudier la littérature de voyage, ce n'est rien d'autre qu'étudier l'histoire de notre propre regard sur le monde. La façon dont on raconte l'ailleurs, ça révèle avant tout qui on est, nous. Et je voudrais qu'on se quitte sur cette phrase de Rousseau, qui n'a pas pris une ride. Il y a bien de la différence entre voyager pour voir du pays ou pour voir des peuples. C'est une question qui nous renvoie à nos propres motivations. Quand on part, qu'est-ce qu'on cherche au fond? Juste un beau paysage ou une véritable